Bonjour et bienvenue dans Les Voix de l'INSPE, le podcast de l'INSPE Campus Méno, une composante de l'Université de Strasbourg qui vous accompagne, on le rappelle, de manière hebdomadaire, c'est-à-dire chaque semaine. On se retrouve aujourd'hui pour notre premier épisode officiel et... Pas des moindres, oui, comme promis, lors de notre épisode pilote, on va essayer de déclarer toutes vos questions sur la réforme de la formation des enseignantes, sur les concours et sur les différentes modalités de parcours. Car nous le savons, la réforme de la formation des enseignants suscite autant d'espoir que d'inquiétude, il faut le dire. Au menu aujourd'hui, vous retrouverez nos chroniques habituelles, donc la minute bien-être, la chronique décalée, l'innovation pédagogique et les bons plans étudiants. Mais rentrons tout de suite dans les vifs du sujet. Donc, pour y voir plus clair, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Éric Tisserand, qui sera interviewé par Émilie. Alors bonjour Monsieur Tisserand, vous êtes directeur adjoint de l'INSPE de l'Académie de Strasbourg et également chargé de l'organisation et du pilotage des études. Nous vous remercions tout d'abord pour votre présence et également pour le temps que vous dédiez à répondre à nos questions. Et donc entrons directement dans le vif du sujet. Donc actuellement pour beaucoup d'étudiants, c'est un peu voire beaucoup le flou entre l'ancien et le nouveau système, les différents acronymes, les informations qui sont différentes de celles de la veille chaque matin quand on se lève. Donc cette interview va nous permettre de faire le point sur tout cela. Et donc commençons directement. Question déjà très générale, mais en quoi consiste la réforme ? Quels sont les changements entre le fonctionnement jusqu'à maintenant et le nouveau fonctionnement impulsé par cette réforme ? Bonjour, merci à vous de m'avoir invité. Je vais peut-être partir de l'existant. Actuellement, un étudiant, je vais prendre à la sortie du baccalauréat, qui veut devenir enseignant, choisit de faire une licence. Après cette licence, il allait vers des masters qui s'appellent les masters MEF, premier, second degré ou encadrement éducatif. Il faisait les 2 années de master, M1 et M2, et c'est seulement au cours du M2 qu'il pouvait passer les concours de recrutement de l'enseignement ou de CPE. Désormais, la réforme va changer la donne puisque cette réforme va modifier le moment où se passeront les concours. Donc, un étudiant va commencer par une licence et il pourra passer les concours dès la 3e année de licence, c'est-à-dire en L3. Donc les concours sont avancés de 2 ans, les personnes peuvent passer le concours en L3 et on va prendre le cas idéal. Au cas où une personne réussit son concours, elle va être acceptée dans des nouveaux masters qui sont des masters rénovés, qui s'appellent donc Master Enseignement et Éducation, l'acronyme utilisé étant M2E. Et les étudiants vont entrer dès la première année de ces masters en ayant un nouveau statut. C'est un petit peu nouveau, c'est ce qu'on appelle des élèves fonctionnaires où ils seront rémunérés au début donc pendant toute leur première année de master. Après leur première année de master, ils rentreront dans une 2e année de master où cette fois-ci ils auront un statut de fonctionnaire stagiaire, professeur stagiaire ou CPE stagiaire. Et ils seront donc en formation et en responsabilité d'élèves dans les classes. Et après cette année, ils deviendront donc professeurs ou conseillers principaux d'éducation titulaires. Donc là, le grand changement, c'est le positionnement du concours au niveau de la L3 et ces masters rénovés qui permettent donc d'être rémunérés tout en suivant ces études. J'ajoute enfin un dernier changement, c'est que les étudiants qui veulent se destiner à devenir professeurs des écoles pourront désormais suivre, après leur baccalauréat, une licence spécifique qui s'appelle la licence professorat des écoles, qui va les amener vers ce métier de professeur d'école et vers le concours de professeur d'école qui s'appelle le CRPE. D'accord, donc ces précisions nous permettent déjà d'en voir un petit peu plus clair. Si nous prenons les choses de manière chronologique, quelles sont les différentes attentes pour le concours niveau L3, donc pour ce nouveau concours ? Alors, le concours au niveau L3, à la différence des concours actuels qui passent en M2, ne demande plus de prouver qu'on est capable d'enseigner ou d'être CPE.
puisqu'il y aura les 2 années de formation en master qui permettront donc de se former professionnellement. Donc les concours de L3 sont très recentrés sur des approches disciplinaires, puisqu'ils sont organisés de façon similaire pour tous les concours. Il y aura 2 épreuves écrites, et ces 2 épreuves écrites seront, pour le premier ou le second degré, des épreuves qui sont disciplinaires. Après ces écrits, il y aura 2 oraux en général dans la majorité des concours. Un oral sera toujours un oral disciplinaire et un oral sera un oral qui correspond, on va pouvoir dire, à ce que je appellerais un entretien d'embauche. C'est-à-dire, c'est un oral où la personne devra se projeter dans son futur métier, démontrer qu'elle a compris en quoi correspondait ce métier, mais pas encore démontrer qu'elle est capable de l'exercer totalement. C'est-à-dire qu'elle a déjà développé certaines peut-être compétences de départ, mais ça ne sera pas un oral dans lequel il faudra expliquer exactement comment on ferait en posture professionnelle. D'accord. Et une fois qu'un élève a réussi ce concours, il va donc intégrer ce nouveau master, donc master M2E. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer quelles sont les différentes modalités de ce master, comment est-ce qu'il va s'organiser et de quels cours est-il composé ? Un étudiant, une personne qui sera lauréate du concours, effectivement, sera d'office acceptée dans un M2E qui s'appellera un M2E parcours lauréat, sous-entendu lauréat du concours. Ces parcours vont permettre de développer des objectifs qui sont fixés nationalement. Nous avons donc des cadrages nationaux pour chacun des parcours. Donc pour le professeur des écoles, il y a ce qu'on appelle donc un programme de formation, un référentiel de formation. Ces référentiels sont en cours d'élaboration. Et donc, pour le professorat des écoles, pour, par exemple, quelqu'un qui veut devenir professeur de lettres ou d'histoire géo, il y a donc un référentiel de formation très précis. Il y a un bloc de ce référentiel qui correspond à des approfondissements disciplinaires et des apprentissages de la didactique de là ou des disciplines que va enseigner la personne. Il y a un deuxième bloc qu'on pourrait caractériser par des apports de nature plutôt pédagogique, c'est-à-dire comment globalement enseigner, prendre en compte la diversité des élèves et des contextes. Il y a un troisième bloc qui va correspondre à comment se positionner dans l'institution, les valeurs de la République française, les droits et obligations des fonctionnaires. Donc c'est un positionnement éthique et déontologique. Et enfin, il y a un quatrième bloc qui est, on va pouvoir appeler ça le projet professionnel de la personne, qui va s'appuyer sur de nombreux stages et qui va permettre aux étudiants de se constituer une identité professionnelle. D'accord, très bien. Donc tout ça, cela permettait d'avoir un bref aperçu de la formation à l'INSPE. Mais ensuite, donc, comme vous l'avez déjà abordé brièvement dans l'introduction, les étudiants vont être rémunérés une fois qu'ils sont lauréats de ce concours. Est-ce que vous pouvez un peu nous confirmer les montants et les conditions de cet engagement ? Les étudiants qui sont en première année, qui auront, comme je vous l'avais indiqué, un statut d'élève fonctionnaire, seront rémunérés sur la base d'un salaire d'environ 1 400 € net par mois. Toute la première année correspondra à ce salaire. En deuxième année, ils auront un statut de fonctionnaire stagiaire et là, le salaire net sera d'environ 1 800 € par mois. Et donc, en contrepartie de cette rémunération, quels sont les engagements des étudiants de l'INSPE envers l'État ? Alors, on a eu des informations qui nécessitent d'être affinées encore, puisqu'il était question d'un engagement de 4 ans, c'est-à-dire qu'après leurs 2 années de master, les personnes devaient exercer pendant 4 ans. Si les personnes n'exerçaient pas 4 ans, elles devaient rembourser au prorata de ce qu'elles n'avaient pas exercé. Les choses semblent actuellement y évoluer, mais nous n'avons pas encore de certitude puisque les textes ne sont pas parus. Mais il semblerait que cet engagement ne soit exigé que pour les personnes qui seraient rémunérées dès la première année. C'est-à-dire, en contrepartie de la rémunération pendant la première année de M1, il y aurait un engagement qui serait de 4 ans, mais tout ceci nécessite encore d'être affiné puisque on sent qu'il y a eu quelques évolutions sur cet engagement.
D'accord, donc ça c'est pour l'engagement suite au master. Donc si nous revenons directement au cursus à l'INSPE, donc il y a le différents volets de cours à l'INSPE comme vous l'avez déployé précédemment, mais on a également donc un certain nombre d'heures devant des élèves qui devraient être exercées chaque semaine. Quelles sont un peu les conditions de cette mise en pratique devant des élèves? A-t-on un nombre d'heures qu'on devra exercer qui est déjà défini? Alors, pour répondre de façon assez rapide, je vais raisonner plutôt en nombre de semaines, puisque le nombre d'heures est différent entre les professeurs du premier degré et du second degré. Alors, il est prévu que dans la formation, pendant la première année de master, il est prévu 12 semaines de stage. Ces stages ont la particularité d'être des stages de pratique accompagnée, c'est-à-dire que les étudiants de M1 n'auront pas une responsabilité de classe pendant ces 12 semaines. Ils iront dans la classe de tuteurs, dans plusieurs classes de tuteurs, puisque l'idée, c'est de les formaliser à plusieurs pratiques enseignantes. Ainsi, dans le premier degré, ils iront dans des classes de maternelle, mais aussi des classes élémentaires. Dans le second degré, dans les disciplines qui sont enseignées au collège et au lycée, ils iront à la fois au collège et au lycée. Et donc, on est bien dans une logique de pratique accompagnée, c'est-à-dire d'apprentissage du métier auprès de collègues qui sont des collègues plus experts qui accueilleront ces étudiants dans leur classe. C'est seulement la deuxième année, au cours donc du M2, que les étudiants auront une ou plusieurs classes en responsabilité, c'est-à-dire qu'ils prendront en charge des élèves seuls face à eux. Dans le premier degré, c'est un mi-temps d'une classe. Et dans le second degré, c'est l'équivalent d'environ 9 heures d'enseignement, c'est-à-dire un mi-temps d'enseignement auprès de plusieurs classes pour assurer ce volume hebdomadaire. Il est donc prévu qu'il y ait des journées en stage à l'école ou en collège ou en lycée et des journées INSPE suivant un calendrier qui va être déterminé avec le rectorat. D'accord, donc depuis avant, on déploie les différentes modalités et on explique quel va être le cursus pour un étudiant qui réussit son concours, donc son concours niveau L3. Mais pouvez-vous nous préciser un peu comment va se passer l'année d'un étudiant qui n'a pas réussi ce concours, donc qui n'est pas lauréat du concours Bac+3 ? En préambule, je voudrais simplement dire que ce n'est pas parce qu'on rate une première fois le concours qu'on n'est pas fait pour un métier. Donc il peut arriver, c'est une question de nombre de postes par rapport au nombre de candidats, qu'on ne réussisse pas un concours dès la première fois et qu'on le réussisse les fois suivantes et qu'on devienne un excellent professeur. Donc là, c'est vraiment quelque chose qu'il faut pointer. Donc il serait dommage que les étudiants qui ratent le concours en L3 ne puissent pas continuer dans leur cursus. Et c'est pour cette raison que dans les Master M2E que j'ai mentionnés précédemment, il existera des parcours qui s'appelleront cette fois-ci des parcours non lauréats. Donc en fait, pour chaque discipline, par exemple du second degré ou pour le premier degré, en plus des parcours lauréats, nous avons des parcours non lauréats. Et là, les étudiants donc, qui sont actuellement en troisième année de licence doivent postuler via la plateforme Mon Master sur ces parcours non lauréats. Et donc, nous accepterons un certain nombre d'étudiants dans ces parcours non lauréats. Bien évidemment, dès lors qu'ils n'ont pas eu le concours L3, ils ne seront pas rémunérés cette fois-ci pour la formation qu'ils auront en master. Mais nous allons leur assurer strictement la même formation pédagogique, disciplinaire, d'appréhension du métier que les autres étudiants qui sont lauréats, puisque en fait, ces étudiants vont pouvoir repasser le concours une deuxième fois en M1. Bien évidemment, dans la formation, nous ajouterons des heures spécifiques de repréparation au concours pour qu'ils puissent être armés pour passer ces concours. Et ce qu'il faut savoir, c'est que si ces étudiants réussissent le concours en M1, l'année d'après, ils basculent en M2 lauréats des concours et ils deviennent donc fonctionnaires stagiaires. D'accord, très bien. Et qu'en est-il donc de la période de transition, puisqu'actuellement on a donc deux concours qui se superposent, donc comment tout cela va-t-il se passer ? Alors, vous avez tout à fait raison de mentionner que pendant 2 années, nous allons nous trouver dans une période de transition, à savoir le fait que pour les concours de la session 2026, il va y avoir ce nouveau concours
Bac plus 3, donc offert aux étudiants de niveau L3, et il continue à exister le concours Bac plus 5 qui s'adresse aux étudiants qui ont achevé leur cursus et qui se trouvent en M2 actuellement. Donc la logique est que les étudiants actuellement en M2 vont plutôt passer le concours Bac plus 5, mais ils ont tout à fait le droit de s'inscrire aussi au concours Bac plus 3. Quant aux étudiants qui sont actuellement en M1MEF, ils ont la possibilité aussi de candidater au concours Bac plus 3. La situation que je viens de vous présenter va encore perdurer pour la session 2027, puisque pour la session 2027, continueront à coexister le nouveau concours Bac plus 3 et l'ancien concours Bac plus 5. À partir de la session 2028, n'existera plus que le concours Bac plus 3 tel que je l'ai décrit précédemment. Mais donc si des étudiants de M1 et de M2 peuvent également s'inscrire et candidater au concours Bac plus 3, on peut légitimement se demander si les étudiants de L3 ont autant de chances que ces derniers pour réussir le CRPE. Alors, il est de fait, et ça personne ne peut le nier, que la première année, donc pour cette session, il y a 3 promotions qui peuvent être en compétition pour passer ce concours Bac plus 3. Donc ce serait mentir aux étudiants que de dire que la situation est une situation habituelle et ordinaire. À chaque fois qu'on a une réforme, il faut bien effectivement lancer la réforme, mais sans négliger pour autant que des gens se sont déjà engagés depuis un moment sur cette voie. Et effectivement, pour parler un peu trivialement, les places seront relativement chères cette année au concours Bac plus 3. Je nuance cependant par le fait que les épreuves étant très disciplinaires, des étudiants Bac plus 3, donc qui sont actuellement en licence et qui ont un bon niveau disciplinaire, ne doivent pas se décourager pour autant. Ça sera compliqué, ça sera difficile effectivement, puisqu'il y a un nombre de places qui n'est pas encore le nombre de places maximal, puisqu'il faut répartir les places au concours entre les 2 concours. Il y aura de la concurrence avec des étudiants de M1 et M2, mais la nature des épreuves, qui est quand même singulièrement différente des épreuves du concours Bac plus 5, laissera quand même toute leur chance aux étudiants qui auront un bon niveau disciplinaire et qui se seront déjà projetés de façon satisfaisante dans le métier. Merci beaucoup pour toutes ces informations qui permettent donc d'y voir déjà beaucoup plus clair. Donc prenons à présent quelques exemples. Tout d'abord, un élève après le bac qui veut devenir professeur des écoles, quel va être son cursus à la rentrée 2026 ? Alors, nous lui conseillons vivement de s'inscrire ou de faire une demande d'inscription dans une licence professorat des écoles. Donc les fameuses nouvelles licences LPE. Nous avons dans l'Académie de Strasbourg une offre variée dans cette licence puisque nous portons 5 parcours de cette licence à l'Université de Strasbourg. L'Université de Haute-Alsace en propose 2 et ces parcours sont vraiment complètement calibrés à la fois pour préparer au concours et pour s'insérer professionnellement en tant que futur professeur des écoles. À défaut, bien évidemment, un étudiant n'est pas obligé de choisir cette licence, même si nous lui conseillons vivement. Il est préférable qu'il choisisse une licence correspondant à une des disciplines enseignées à l'école primaire. D'accord. Et un élève qui, après le bac, qui veut devenir professeur dans le secondaire, donc par exemple professeur de français, professeur de mathématiques, quelles sont les différentes possibilités qui s'offrent à lui ? Là, les choses sont vraiment très très claires. Lorsque je suis un étudiant qui veut devenir professeur de collège ou de lycée, je choisis une licence disciplinaire de là ou des disciplines que je vais être amené à enseigner. Il existe quelques matières qui sont bidisciplinaires, comme histoire et géographie. Et en fait, dans ce cas-là, on choisit une licence d'histoire, mais on choisit un parcours dans lequel il y a aussi de la géographie. Donc vraiment, on choisit la licence disciplinaire qui correspond à la matière qu'on veut enseigner. J'ajoute une chose supplémentaire, c'est que lorsqu'on est un étudiant qui hésite encore à devenir professeur des écoles ou professeur de collège et lycée, je lui conseille d'aller vers la licence disciplinaire de la discipline qu'il envisagerait éventuellement d'enseigner
en tant que professeur de collège et de lycée, et au cours de sa première année de mûrir sa décision et éventuellement, s'il veut bifurquer vers professeur des écoles, de faire une passerelle pour aller vers le professorat des écoles. D'accord, donc c'est vrai que c'est un parcours qui est déjà très clair. Et enfin, dernière possibilité, dernier exemple, un élève après le bac qui souhaite devenir CPE. Quel va être son parcours ? Un élève qui veut devenir CPE, nous lui conseillons d'aller dans une licence du domaine des sciences humaines et sociales. Par exemple, nous portons à l'INSPE une licence sciences de l'éducation et de la formation avec un parcours qui s'appelle le parcours MFIE, et ce parcours a des options qui préparent au concours de CPE niveau L3. D'accord, on vous remercie, Monsieur Tisserand, d'avoir pris le temps de répondre à toutes nos questions, d'avoir répondu de manière précise. Ça nous permet déjà de voir beaucoup plus clair dans cette situation et dans les mois et les années à venir. Donc nous vous remercions vivement pour tout cela. Merci à vous. Mais sinon, pour vous rassurer davantage, chers auditeurs, nous pourrons vous parler plus en détail des contenus de formation, notamment pour la licence LPE, que nous avons déjà un petit peu abordé aujourd'hui dans un prochain épisode. Ou si d'autres focus formation vous intéressent, n'hésitez pas à nous le faire savoir dans les commentaires. Merci beaucoup, Émilie, d'avoir mené cette interview et d'avoir récolté pour nous toutes les informations qui vont aider plus d'un, j'en suis sûr. Passons maintenant à la suite de cet épisode avec notre chronique sur les initiatives pédagogiques de l'INSPE. Qu'allons-nous présenter cette semaine ? Et oui, merci Bruno. Donc aujourd'hui, nous vous présentons une initiative pédagogique de l'INSPE, donc ça vous l'attendiez. Mais plus précisément, on va vous parler du challenge interpromo sous forme d'Olympiade. Alors non, il n'y a rien à voir avec les Olympiades d'hiver qui sont en cours en ce moment à Milan, mais plutôt une façon innovante d'intégrer les jeux dans les révisions pour le concours. Et là, on va vous expliquer tout ça en détail. Ah ouais, je veux bien savoir comment un marathon sert dans mes études. En fait, c'est pas exactement ça, mais après une première édition en 2025, les étudiants du master MEF, parcours conseiller principal d'éducation ou abrégé CPE, ont organisé la deuxième édition de ce qu'on appelle les Olympiades du parcours CPE. Donc, c'est une sorte de défi collectif et ludique, pensé par les étudiants et pour les étudiants. Donc, l'idée, elle est simple, mais attention, il faut distinguer simple et banal. Parce qu'après une période intensive de révision, les étudiants se rassemblent, donc ils forment des équipes mixtes, donc on mélange des étudiants M1 avec des étudiants M2, et ils s'affrontent autour d'un quiz en plusieurs manches avec des questions qui sont directement liées aux différentes thématiques du concours de CPE. Pas seulement pour jouer, mais en fait pour réviser de façon dynamique, collaborative, motivante et hyper efficace. Ah oui, donc moi je pensais que c'était un concours où tu distribuais les heures de colle, pas du tout en fait, ça n'a rien à voir. Et non, en fait, attention, même si ça porte le nom d'Olympiade, ce n'est pas une compétition pour la médaille d'or, mais plutôt un moment d'apprentissage et de cohésion. Donc pousser chacun à réfléchir ensemble, à confronter ses connaissances dans un cadre un peu moins formel que les cours, et surtout à renforcer l'entraide entre les deux promos. Donc c'est exactement à ça que ressemble une expérience de formation qu'on appelle active. Donc t'apprends, mais en faisant ensemble, donc pas seulement en lisant des notes. Cette année, le projet consistait dans un jeu de loi géant avec des questions autour des 13 thématiques du concours et il a été mis en place par les délégués de M2 sous la coordination de Karine Fuchs, CPE et coordinatrice pédagogique second degré du parcours CPE, en collaboration avec Jean-Luc Denis, maître des conférences en sciences de l'éducation et de la formation et responsable du master encadrement éducatif, toujours parcours CPE. Et bref, les Olympiades du parcours CPE, c'est bien des révisions. Bon, ça c'est normal, hein, on vient à la fac surtout pour cela, bon, au moins normalement. Mais cette fois-ci, de manière un peu plus fun. Donc on partage notre stress avec les autres et on crée surtout des liens entre les promos avec un fil de compétition positif qui nous pousse tous à donner de notre mieux. Une belle manière de conjuguer pédagogie, communauté et plaisir d'apprendre ici sur le campus de l'INSPE. Pour voir ce que ça donne en image, n'hésitez pas à aller voir notre vidéo short sur la chaîne YouTube de l'atelier de l'INSPE. Et c'est encore une belle initiative pédagogique que tu nous as présentée là, Simonet, donc merci beaucoup. Et passons à présent à une présentation des actus étudiantes. Bruno, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui ?
Alors aujourd'hui, pour notre chronique sur les actions étudiantes, c'est officiel, la journée porte ouverte de l'INSPE aura lieu le samedi 7 mars prochain de 9h à 13h. Cette journée porte ouverte est l'occasion idéale de découvrir les formations au métier de l'enseignement, de l'éducation et de la formation, mais aussi de mieux comprendre les parcours possibles, les débouchés professionnels et la vie étudiante au sein de l'INSPE. Tout au long de cette matinée, vous pourrez rencontrer les équipes pédagogiques, échanger avec les étudiants en formation, assister à des conférences de présentation des licences et masters, découvrir des modalités de concours et visiter les locaux avec les salles de cours, la bibliothèque et surtout un immanquable, le service de l'atelier en premier étage de l'INSPE. Vous pourrez par exemple vous essayer à l'exercice du fond vert dans un studio d'enregistrement et jouer les acteurs en herbe. N'hésitez pas à nous rendre visite. Vous pourrez même peut-être rencontrer les stars du podcast Les Voix de l'INSPE. C'est ça, on ne sait jamais. Ces portes ouvertes s'adressent aux lycéens et lycéennes, aux étudiants et étudiantes en réflexion sur leur orientation, aux personnes en reconversion professionnelle, ainsi qu'à toute personne intéressée par les métiers de l'éducation et de la transmission. Nous vous invitons à profiter pleinement de cette matinée, à poser toutes vos questions et à aller à la rencontre de celles et ceux qui font vivre l'INSPE au quotidien. Pour finir, les informations pratiques à retenir, la journée porte ouverte, c'est le samedi 7 mars de 9h à 13h au 141 avenue de Colmar, juste à côté du stade de foot de la Méno. C'est vrai que c'est un bon indicatif pour ne pas se perdre. Donc merci Bruno pour toutes ces informations sur la JPO. J'espère que vous y serez nombreux. Et maintenant, passons à présent à la chronique bien-être. Donc installez-vous confortablement, mettez une musique douce et écoutons Simonet nous parler de la chronique bien-être. Merci Émilie, nous commençons notre première minute bien-être avec un sujet qui me passionne et qui est étroitement lié à la vie étudiante. C'est la caféine. Moi, perso, je suis un gros consommateur et je ne me vois pas survivre à 4 heures de cours d'affilée sans un café. Je suis sûr qu'il y en a parmi vous qui sont comme moi, je le sais. Je le sais qu'il y en a de comme moi. Par contre, j'arrête tout de suite ce qu'ils sont en train de se dire. Non, ça ne m'intéresse pas, je ne bois pas du café, je bois du thé. Car, je dis, première révélation, ce que certains pensent être de la théine, en fait, je suis désolé, mais ça n'existe pas. Donc, il y a bel et bien de la caféine aussi dans le thé. Elle est un peu moins concentrée, mais on parle bien de la même chose. Donc la théine, ça n'existe pas, c'est un terme marketing. Exactement. On essaie de nous mentir, Simonet. Exactement, c'est un peu ça. Je ne sais pas qui a fait circuler ces mythes, c'est les lobbies du c'est thé. bien instauré, mais on parle bien de théine et la théine, c'est en fait de la caféine. Donc en plus, je ne sais pas si vous le savez déjà, mais d'un point de vue scientifique, les cafés, donc ou plutôt la caféine, ne donnent pas d'énergie. En réalité, elle agit comme un filtre, c'est bien le cas de le dire, le cas du café. Ouais. En fait, dans notre cerveau, une substance s'accumule au fil de la journée et elle signale à notre corps qu'il est fatigué. Et donc la caféine vient simplement bloquer ces messages. Donc on n'a pas plus d'énergie, on n'est pas plus en forme, on a juste coupé l'alarme. Et autre chose que beaucoup d'étudiants sous-estiment, la caféine peut rester très longtemps dans le corps. Vraiment, même très longtemps. Imaginez qu'après 6 heures, il peut encore en rester la moitié dans la circulation. Et donc, ce café pris en fin d'après-midi pour tenir jusqu'au soir peut clairement être celui qui vous empêchera de dormir. Ah, alors ça explique pourquoi est-ce que je n'arrivais pas à dormir hier soir. Merci Simonet. Et en plus, Émilie, moins vous dormez, plus vous aurez besoin de café le lendemain. Et donc, en fait, le piège est parfait parce qu'on rentre dans une boucle. Mais un piège si délicieux. Ouais, même si certains, moi compris, se disent qu'ils arrivent quand même à s'endormir en prenant de la caféine les soirs, on ne s'en aperçoit pas, mais elle vient quand même perturber l'architecture de notre sommeil, qui est donc moins qualitatif, égale moins reposant. Et sûrement, vous avez déjà remarqué une autre chose, on ne réagit, comme tu viens de dire, Émilie, on ne réagit pas tous pareil à la caféine. Certaines personnes la métabolisent très vite. Elles peuvent peut-être boire un espresso et dormir sans problème, eux. Mais d'autres sont beaucoup plus sensibles. Donc, dès qu'ils prennent un café, il y a le cœur qui s'accélère, il y a une sensation d'anxiété, il y a ce sommeil qui est plus léger, ou difficulté à s'endormir. Et donc ça, c'est en grande partie génétique. Donc, on doit ça à nos parents. Et donc, alors, c'est quoi les vrais conseils? Donc, mon conseil, c'est de continuez à boire du café ou du thé, si vous préférez. Car en fait, ça a plein de bienfaits et surtout, c'est délicieux.
Mais en fait, utilisez-le comme un outil et pas comme une potion magique qui résout tous vos problèmes de fatigue. Donc, observez comment votre corps réagit. Évitez-le si vous pouvez en fin de journée. Et rappelez-vous, le café n'est pas une source d'énergie. Et les meilleurs boosters restent encore une bonne nuit de sommeil. Bon, merci Simonet pour toutes ces informations. Donc, on a quand même le droit de boire un petit peu de café, mais il faut donc faire attention à quand est-ce qu'on le boit. Exactement. Connaissez bien vos routines et votre corps. Si vous voulez aller plus loin, en fait, vous pouvez trouver dans la description de l'épisode tous les articles scientifiques dont je me suis inspiré pour écrire cette chronique. Donc, merci. C'était la première minute bien-être et on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel argument scientifique. Et passons à présent à notre troisième chronique, la chronique décalée. Ryan, c'est à toi. Et oui, la dernière de l'épisode, et pas des moindres. Aujourd'hui, dans la chronique décalée, on va se pencher sur un syndrome très très grave, qui sévit dans toutes les facultés de toutes les universités du monde entier, Simonet. Waouh, qu'est-ce que c'est ? Un syndrome dont l'existence même est un fléau pour la productivité, j'ai nommé la procrastination. Et ouais. Pour tout vous dire, pour bien m'imprégner du sujet, j'ai repoussé jusqu'à la dernière échéance pour écrire mon texte. Et j'aimerais vous mentir en vous disant que c'était inhabituel, mais c'est complètement faux. Je suis le roi, le king, l'empereur de la procrastination. Alors en connaissance de cause, aujourd'hui, je vais vous donner quelques conseils pour éviter de tout remettre au lendemain, voire à la semaine suivante. C'est arrivé. Pourquoi est-ce qu'on procrastine déjà ? Parce que notre cerveau associe une tâche à des émotions négatives, comme par exemple le stress, la peur de l'échec, l'ennui, tous ces trucs pas cool. Il y a aussi le fait qu'on trouve la tâche dure, tout bêtement, ça arrive. Qui n'a jamais été tenté de procrastiner devant une montagne de travaux à rendre et d'autres examens en tout genre ? Sûrement pas moi. Ouais, Non, d'accord. moi non plus. Moi non plus. Donc voilà mon premier conseil, scinde. Syndicalisation des marchés ? Non. Cendrillon ? Non plus. Scinde du verbe scinder. Coupe le gros travail en plein de petits travaux et ton cerveau aura moins l'impression de s'attaquer à un colosse. Deuxième conseil, donner du sens. On dirait un conseil de développement personnel, mais je vous jure que ça marche. Il faut que tu comprennes pourquoi la tâche que tu dois faire est importante et ce qu'elle peut t'apporter. Ce conseil-là, il marche pas à tous les coups. Mais si tu trouves que le travail effectué est profondément injuste ou profondément inutile, ça va être compliqué de mettre de la couleur dans ce petit cœur procrastinateur. Donc, tu peux te rabattre sur les autres conseils. Ceci dit, ça peut quand même fonctionner si tu as une chronique à rédiger pour un podcast et que tu n'arrives pas à t'y mettre. Dis-toi qu'avec la pratique, tu écriras de mieux en mieux. En tout cas, ça marche avec moi. C'est un peu autobiographique. Ouais. C'est J'allais peut-être dire. un peu autobiographique. Troisième conseil, les pauses. Se mettre un tunnel de 4 heures sur une même tâche, c'est la meilleure façon pour s'en dégoûter et la remettre au siècle prochain. Le mieux, c'est de ne pas faire tout d'un coup, de faire des petites sessions d'1 heure ou d'une demi-heure. Et si c'est vraiment trop dur, en travaillant sur autre chose qui te plaît plus. Tu fais une demi-heure de tâches relou, 5 minutes de Clash Royale, 30 minutes de tâches plus intéressantes, 5 minutes de scroll sur Insta, 30 minutes de tâches relou, etc. etc. Après, si t'as que des tâches relou, bon courage. T'es mal barré. Voilà, exactement. Cette chronique arrive maintenant à son terme. Et comme cadeau pour le lancement du podcast, je vous livre maintenant en exclusivité de l'INSPE le secret ultime pour arrêter de procrastiner que je gardais dans ma bedace. Mais dans le prochain épisode. Ah ouais. Pour mettre du suspense. Merci Ryan. Merci Ryan. Eh ben, il me semble que cet épisode arrive à sa fin. On vous remercie de l'avoir écouté, ce podcast des voix de l'INSPE. Vous l'avez compris, ce podcast, c'est un espace pour parler de la vie étudiante, du campus et de ce qui s'y passe vraiment, des projets et des initiatives pédagogiques. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne L'Atelier de l'INSPE sur YouTube, à la chaîne Pod et à nos réseaux sociaux Instagram, Facebook et LinkedIn pour ne rater aucun des prochains épisodes. Tous les liens sont dans la description et vous y trouverez également des sources par rapport à ce qu'on a dit parce qu'on n'invente pas, même si parfois on dirait. Et surtout, ce podcast est aussi le vôtre. Si vous avez une idée de sujet, un projet à présenter, une initiative à partager, on cherche toujours des intervenants, donc n'hésitez pas à venir prendre le micro avec nous. Allez, à plus! Ciao, ciao. Ciao. Salut tout le monde!